Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec Entreprises et Médias, association et think tank des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors chaque mois, vous le savez, on décortique ensemble les grands enjeux auxquels doit faire face la communication d'entreprise. Et ce mois-ci, je vous propose de nous pencher un petit peu sur la com interne. C'est vrai qu'elle est souvent considérée comme le parent pauvre de la communication et pourtant, elle semble être en passe de retrouver ses lettres de noblesse avec l'essor du travail hybride notamment. Elle est de plus en plus sollicitée pour animer la communauté des collaborateurs, faire circuler la culture d'entreprise ou encore faire vivre la marque employeur. Alors est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la com interne? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour en parler, j'accueille Kate Phillips. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication du groupe Safran. Cécile Riffard, bonjour. Bonjour. Directrice de la communication de la Banque Postale. Et Bruno Tourne, bonjour. Bonjour. Directeur de la communication d'Alstom. Je disais en préambule, finalement, la com interne, c'est une réflexion que j'entends souvent, est un peu considérée comme le parent pauvre de la communication. Cécile, je voulais savoir, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue au contraire? Non, je pense que c'est vrai, malheureusement. J'aime bien les métaphores et je pense que la com interne, c'est un petit peu le noyau de la com. En fait, c'est le noyau de la com parce que ça préexiste au reste de la communication. Ça emporte en fait tout l'ADN que l'entreprise veut vraiment diffuser à travers tous ses supports de communication. Et c'est aussi ce qui fait la pérennité et la survie de l'entreprise. Donc il y a quand même quelque chose d'effectivement de très ingrat, parce que tout le monde veut être présent en com interne, et personne ne lui reconnaît vraiment la nécessité d'être bien ancré dans la stratégie, parce que sinon c'est très compliqué. Bruno. Alors ça a été souvent le cas, mais je pense que maintenant, la prise de conscience que la com interne est importante pour engager les salariés, pour les problématiques d'employer branding, etc., et d'advocacy, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de la communication interne. Et je sens ces dernières années un vrai changement de paradigme dans le sens de la communication interne. Et chez Alstom, on a fait l'acquisition il y a 1 an d'une société qui s'appelle Bombardier Transport, qui fait la taille d'Alstom. Et je peux vous dire que la communication interne, pendant ces 18 mois, a été au cœur de l'entreprise. Kate, vous avez le même sentiment? Les choses sont en train de changer un peu? Je suis entièrement d'accord, oui. Je pense qu'il rien vaut une crise, malheureusement, pour remettre la communication interne au centre du dispositif, et notamment avec le Covid. Globalement, tout ce qu'on faisait pendant les premiers confinements au moins, c'était d'essayer de faire de la communication interne en plus à des salariés qui n'étaient pas sur le site. Alors ça a vraiment remis le dispositif, je pense, au centre, et tout le monde a compris que c'est pas aussi simple que ça, qu'il faut mieux avoir des professionnels, et je pense que ça a bien accéléré le changement qui était peut-être déjà en train de s'opérer avec toutes les transformations d'entreprise qu'on voit aujourd'hui. J'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile, sur le fait que la com interne, finalement, elle porte en elle la stratégie de l'entreprise. Pourtant, on a un peu l'impression, parfois, dans certaines entreprises, en tout cas, que finalement, les salariés sont les moins bien informés sur la stratégie. Et on découvre parfois, il n'y a rien de pire pour un collaborateur que de découvrir dans la presse, par exemple, telle ou telle actualité de l'entreprise. Et pourtant, parfois, c'est stratégique d'en parler d'abord à l'extérieur et avant en interne. Comment est-ce qu'on fait le choix de prioriser d'abord l'interne, d'abord l'externe? Comment vous faites, vous, au quotidien? Alors, je pense que, comme mes collègues, on a aujourd'hui effectivement la nécessité de devoir prioriser les sujets de communication interne. Je pense que les communicants, les patrons de la com interne, sont devenus les garants de la bonne gestion du temps de cerveau disponible des collaborateurs. Et effectivement, il faut qu'on priorise. Au regard d'un enjeu de fragmentation totale des formats et des contenus de com interne, qui font risquer quand même une infobésité interne. Donc pour prioriser, il faut filtrer au prisme de la stratégie, il faut aussi inventer de nouveaux modèles. Donc c'est ça, effectivement, l'une des tensions qui arrive avec le Covid, c'est qu'avec la transformation subie par les entreprises liée à l'impact du Covid, on veut en dire encore plus sur cette transformation. Et à vouloir trop communiquer à l'interne, effectivement, comme vous le dites, il y a des trous dans la raquette, il y a des choses qu'ils ne voient pas parce qu'on ne les a pas mis en tête de gondole. Et au contraire, il y a des choses auxquelles on doit savoir renoncer. C'est tout l'enjeu qu'on a avec nos interlocuteurs internes. Bruno, vous avez le sentiment qu'il y a davantage une attente de transparence de la part des salariés, des collaborateurs, qui fait que justement la com interne est plus sollicitée aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être auparavant?
Oui, et je pense que de toute façon, il y a une prise de conscience que la com externe, c'est de la com interne. Donc maintenant, on ne gagnera pas la bataille du timing avec la com externe, c'est-à-dire que les employés apprendront toujours via une alerte Google, etc., avant l'interne, ce qu'on peut annoncer à l'externe. En revanche, on peut l'accompagner. Et c'est là tout le travail qu'on doit faire et qu'on doit prioriser, je suis d'accord, pour accompagner tout ce qu'on fait en communication interne pour que justement le salarié sente qu'il est une communication particulière pour lui, targetée, qui peut comprendre et qui peut lui permettre d'accompagner ce qu'on fait à l'externe. Kate, comment est-ce que vous faites pour que justement vos salariés ne soient pas noyés, comme disait Cécile ? C'est tout l'enjeu. Je pense que le rôle de la direction de la communication et de la communication interne, c'est de le mettre dans la position de nos auditeurs. Alors, aller dans les sites, voir qu'est-ce qu'ils captent, comment ils veulent capter, comment c'est décrypté. Et en faisant ça, on peut les aider mieux à adapter les outils. On sait qu'ils sont sur LinkedIn, on sait qu'ils regardent les Google Alerts, etc. Mais il faut vraiment essayer comme dit Cécile, de prioriser, mais aussi de voir vraiment, de se positionner comme notre audience et voir comment on peut mieux les toucher. Justement, vous évoluez sans cesse sur les formats. Cécile, quels sont les types de formats de contenu que vous avez mis en place à disposition de vos salariés ? Alors, j'ai l'impression qu'on a vraiment géré une diversification de formats qui a encore plus accentué la transformation du métier de communicant interne. Avant, le communicant interne, il faisait de l'information. Maintenant, il fait du contenu. Donc, on a fait des petits formats snackables qui puissent être consultés à tout moment. Effectivement, on se pose régulièrement la question de si un collaborateur de la Banque Postale, on est à peu près 24 000 quand on intègre les postiers banquiers, et avec nos cousins de CNP, on va être 30 000. Si les 30 000 personnes qui travaillent pour la Banque Postale lisaient tout ce que la com interne est produit, ils ne travailleraient pas. C'est ça. Ils ne travailleraient plus. Donc, on essaye de se renouveler justement avec ce collectif dispersé à cause du Covid. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite révolution qui est en train de se faire. On est en train de faire incarner tout ce qui est descendant par les chefs de projet, pas forcément par les dirigeants. Il y a vraiment une demande, en fait, de faire incarner les avancées de l'entreprise par les gens qui la font. Donc, une demande de proximité, alors ? Une demande de proximité et puis de narration qui soit vraiment concrète et opérationnelle. Et à contrario, on essaye de créer des moments de présentiel avec des dirigeants. Donc, par exemple, on travaille avec la directrice de l'engagement citoyen pour que tous les mois, on organise un café citoyen sur des grandes problématiques de la transition juste, ce qu'on essaye de pousser à la Banque Postale en matière de financement responsable. Donc, on a fait un café de l'engagement citoyen sur la biodiversité. C'est au moment du déjeuner. Vous venez pas, il n'y a pas d'inscription, c'est dans l'auditorium, vous la rencontrez pendant 1 heure, elle fait venir des collaborateurs, des experts, et ça marche très très bien. En fait, il faut profiter aussi de cette révolution des supports pour faire descendre en présentiel les dirigeants, et c'est quelque chose que je vais proposer au COMEX de la Banque Postale avant l'été. Je pense que c'est vraiment intéressant, cette révolution des dirigeants en présentiel, et au contraire des chefs de projet et des opérationnels en contenu. Comment vous fonctionnez, vous, Bruno ? Parce que vous disiez, en plus, vous avez eu un gros enjeu avec cette acquisition de Bombardier. Donc, comment est-ce que vous fonctionnez avec vos équipes pour faire en sorte que, finalement, toute cette intégration se passe bien ? Donc, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement surcommuniquer, c'est-à-dire on a dans une période où la priorité, c'était de communiquer sur l'intégration. Donc, avec des formats, effectivement, et je rejoins Cécile, qui empruntent les codes de l'externe, qui vont être beaucoup plus snackables, beaucoup plus courts, etc. C'est quoi ? C'est des vidéos, c'est des podcasts ? Des vidéos, des podcasts. Et aussi, il ne faut pas oublier que le premier communicant d'une entreprise, c'est quand même le manager. Et donc, notamment dans une intégration, il a fallu équiper les managers avec des éléments de langage, des présentations, des formations. Donc, on a formé aussi, on a lancé une formation pour former les managers, donc les 8000 managers du groupe à la communication pour accompagner la transformation et aussi organiser effectivement des échanges avec le management pour qu'ils puissent appréhender les enjeux un peu macro, à la fois de l'intégration avec Bombardier, mais aussi du monde dans lequel on est. Donc on essaye, je pense que le Covid a accéléré le rythme, c'est-à-dire qu'il a accéléré le besoin de communication. Le PDG parle tous les trimestres à l'ensemble
des managers du groupe, tous les mois à une sélection de 100 managers dans chacune des zones géographiques. Donc il y a eu un besoin accéléré de contact avec l'entreprise, avec la direction. Kate, comment est-ce que vous regardez ça, vous, chez Safran? Vous avez aussi le même besoin de proximité que les deux cas qui viennent d'être présentés là? Oui, bien sûr, on a le même besoin de proximité parce qu'on est sur 350 sites dans le monde. Tout le monde parle un langage différent déjà. Alors, et puis l'enjeu, on le sait très bien, c'est qu'il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils soient engagés, et ça vient de la proximité. Alors oui, il faut démultiplier les modes, les podcasts, les vidéos, utiliser de l'émotion, de l'humour. Mais vraiment, je pense que ce qui marche mieux, c'est d'avoir des ambassadeurs, que ce soit les managers pour certains sujets ou juste des passionnés. Nous, par exemple, on a un collectif qui s'appelle Blue Sky, qui sont des passionnés pour l'environnement. Et eux, ils animent sur nos sites des ateliers, des workshops, le fresque du climat. Et on utilise ça comme relais. C'est un relais un peu informel, c'est plus le relais hiérarchique, mais c'est des relais des gens qui sont passionnés par un sujet. Et si on les arme correctement, ils sont des formidables ambassadeurs de la com interne. Alors, c'est un peu les employee advocacy qu'on utilise tous sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Ça marche aussi en interne. Ça marche aussi en interne, Cécile? Oui, l'advocacy, ça marche. Effectivement, c'est quelque chose qui est la clé, je crois, de ces nouveaux enjeux post-Covid. Parce que dans l'advocacy, il y a la lisibilité de la stratégie. On n'a jamais eu autant, en fait, de faire partager à nos collaborateurs une stratégie visible, parce que, entre guillemets, si j'exagère un peu, mais tout se casse la figure autour de nous. Nous, dans le secteur bancaire, pour les collaborateurs qui ont moins de 45 ans, on ne parlait pas d'inflation. Dans les écoles de commerce, on ne parlait pas de taux qui remontent. Donc, l'environnement est quand même en train d'être tout à fait chamboulé. Donc, il faut une stratégie lisible. Et l'advocacy, c'est aussi la capacité de porter la lisibilité de la stratégie à l'extérieur. L'advocacy, c'est aussi le lien et l'engagement à l'entreprise. Donc, tout est embarqué dans le sujet de l'attractivité et de la marque employeur. Et puis, c'est le fait de faire corps. La cohésion du corps social, elle a été chamboulée avec le travail à distance. Pour moi, le principal enjeu de la période post-Covid, c'est effectivement de travailler sur ce méta-enjeu de l'advocacy, parce qu'il embarque plein de dynamiques intéressantes en matière de com interne. Et ça permet quand même de garder la main sur le discours, où il faut accepter de lâcher un peu la bride. Comment vous regardez ça? Non, je pense qu'on a changé d'époque où toute la communication interne était top-down et ne venait que du président, et que la direction de la com interne était un fournisseur unique de contenu et gérait l'ensemble des canaux, à une stratégie qui est plus une stratégie d'influence, y compris en interne, où effectivement il faut que chaque sujet ait ses ambassadeurs. Alors il ne faut pas qu'il y ait trop de sujets, c'est là où on se rejoint, sinon il y a des ambassadeurs un peu partout de tous les sujets. C'est ça, mais pour nous, des sujets par exemple très importants comme les valeurs de l'entreprise, on met en place des systèmes de champions autour de ce genre de choses, qui sont formés, qui sont des points de référence sur les sites sur lesquels qui peuvent eux-mêmes former les salariés, être un point de contact de l'ensemble des salariés. Kate, quel rôle joue la communication interne par rapport à la marque employeur aujourd'hui? Alors, c'est une partie intégrante. En effet, nous, on est une société de B2B, comme on dit. Alors, l'enjeu principal de la marque, c'est vraiment d'être attractif auprès des jeunes. Et il y a des vrais enjeux de recrutement en ce moment. Safran recrute 12 000 personnes dans le monde cette année. 12 000? Oui, plus de 3 000 en France. Et à la guerre des talents. Alors, on est vraiment tous sur le pont pour à la fois travailler sur la marque employeur, mais encore une fois, avoir ces bons ambassadeurs avec les bons messages pour aller communiquer auprès des jeunes. Alors ça, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec les ressources humaines. On a un vrai partenariat avec eux et c'est notre enjeu de cette année. Comment vous travaillez justement avec les ressources humaines? On est partie intégrante, on connaît les enjeux. Moi, j'ai deux personnes dans mon équipe qui sont plus ou moins dédiées à tout ce qui est comme RH, comme marque employeur, même si on travaille tous sur le sujet. Et on est partout ensemble. Vous êtes confronté à la même chose, Bruno? Alors oui, les chiffres sont un peu plus faibles. Nous, c'est 7500 personnes dans le monde, dont 1000 en France, mais c'est l'enjeu du moment. L'enjeu, c'est le recrutement, se positionner dans cette guerre des talents et faire valoir nos atouts. On sait que les jeunes sont en quête de sens et veulent travailler pour des entreprises avec un purpose. Donc nous, on travaille beaucoup sur effectivement promouvoir
ce qu'est Alstom, qui est une entreprise qui promouvoit par ses activités la mobilité durable. En plus, on est dans une entreprise très internationale comme Safran, présente dans 60 pays dans le monde avec plus de 300 sites. Et donc, du coup, on peut faire valoir des carrières à l'international, de la mobilité interne très très forte. Et ça, c'est des choses qui attirent les talents. Donc, je pense qu'on joue tous nos cartes dans cette guerre des talents, qui est l'enjeu majeur aujourd'hui, je pense, dans les entreprises. Mais dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit dans la com interne et pas dans la com externe, finalement? Alors, parce que je pense que le premier levier, c'est la fierté des employés. C'est-à-dire, pour être un ambassadeur, on doit travailler le sentiment d'appartenance, la fierté des employés. Donc nous, on suit ça d'assez près. On a une enquête tous les ans où on peut mesurer, on demande aux gens s'ils sont fiers de travailler pour Alstom, et 80% des salariés, y compris après l'acquisition de Bombardier, se sont déclarés fiers de travailler pour Alstom. Donc ça, c'est un vrai levier d'attractivité. C'est pour être un bon ambassadeur, il faut être content de travailler dans son entreprise. C'est la base. C'est là où la communication interne, l'engagement est totalement clé. Et Cécile, comment est-ce que vous mesurez, vous, ensuite, l'engagement des collaborateurs et l'impact, finalement, de vos actions de com interne? Alors, on a également, comme Bruno, on a un baromètre annuel qui nous permet de vérifier quel est l'attachement des collaborateurs à la banque. Mais encore une fois, effectivement, la communication interne est devenue partie intégrante de la marque employeur, parce qu'il y a un besoin de sincérité dans les messages qu'on porte en marque employeur. Et donc, le meilleur ambassadeur de l'authenticité, des messages sur le sens, sur la quête de sens, c'est plus la marque, d'un point de vue haut, c'est le collaborateur qui y travaille. En mars dernier, à l'occasion de la campagne de renouvellement de la marque La Banque Postale, on a lancé une opération d'employé advocacy sur LinkedIn qui s'appelait « Quand on a 16 ans », qui rebondissait sur le claim créatif de la campagne. Et on a été débordé par le succès. Donc, ça a été un élément de mesure qui nous a vraiment touchés. On a eu 800 collaborateurs qui ont participé. Et justement, ils ont participé sur le sujet du sens. On voit bien, en fait, qu'il y a quelque chose autour de l'employé advocacy qui touche à la sincérité des valeurs, à l'alignement des collaborateurs entre leurs valeurs personnelles et le monde professionnel. Je pense que c'est aussi lié au Covid et au fait qu'on a subi une période qui était quand même assez déstabilisatrice, tous autant que nous étions en tant qu'individus, que citoyens, collaborateurs, etc. Et donc, on a eu 800 participations. Le COMEX a joué le jeu. Philippe Heim, le patron du directoire, a eu presque 200 000 vues sur ce hashtag, avec des photos de soi jeune qui permettaient de dire qu'on était citoyen quand on avait 16 ans, comme on l'est aujourd'hui. Donc, je pense que l'employé advocacy et les actions qu'on fait à l'externe sont un outil aussi intéressant que les baromètres annuels qu'on peut tous faire de l'attachement des collaborateurs. Alors, la Banque Postale fait partie du groupe La Poste, qui a la chance d'avoir une culture et des valeurs très affirmées. Ça aide aussi à réveiller ces sentiments-là, parce qu'ils sont profondément vrais. Mais voilà, il y a quelque chose autour de la notion de valeur personnelle qui est intéressant en employé advocacy. Vous avez mentionné le mot culture d'entreprise, on ne l'avait pas encore entendu jusque-là. C'est vrai on sent que là aussi, c'est l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises de faire vivre cette culture pour ensuite avoir une marque employeur. En fait, tout découle de là. Bien sûr, c'est de faire vivre la culture, mais c'est de faire vivre la mission, le purpose, tout ce qui est autour de la RSE. C'est vraiment que les gens soient, notamment dans une entreprise comme la nôtre, on est dans la mobilité, on est dans l'aviation. Il y a un rejet à cause des émissions polluantes de l'aviation. On a vraiment besoin d'engager tout le monde autour de notre stratégie d'RSE, qui est effectivement de dépolluer l'avion, dépolluer l'aviation. Et c'est là qu'on joue. Alors, pour essayer d'engager nos salariés là-dedans, on va lancer ce qu'on appelle Go Safran, qui est une application où les gens participent en équipe à des quiz, à des sports, à des défis, tout autour de la RSE. Et puis à la fin, ils gagnent des points. Et à la fin, on fait des dons aux associations caritatives. Et c'est une bonne mesure, c'est une opération qu'on a menée il y a quelques années lors d'une acquisition. Et ça donne un bon niveau d'engagement, une bonne mesure de l'engagement des salariés qui participent dans ce type d'opération. Mais c'est vraiment, oui, ça montre la culture. Et la culture aujourd'hui, c'est vraiment autour de la RSE pour nous.
J'entends une appli ici, un challenge sur LinkedIn à ma droite. Bruno, il reste de la place quand même pour des événements physiques comme on a pu connaître, team building, séminaire, ce genre de choses. Oui, alors je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais je pense que dans les dernières semaines ou les derniers mois, il y a un vrai retour des séminaires. C'est-à-dire, je sais pas. Oui, j'ai lu un article en Ile-de-France, c'était assez élevé. Je crois que les entreprises d'événementiel le notent. Alors nous, on a fait notre première convention interne depuis l'acquisition avec Bombardier il y a quelques mois. Il y a quelques semaines, excusez-moi, et ce qu'on sent, c'est ce besoin de se retrouver physiquement qui est très très fort. Et dans l'enquête de satisfaction après la convention, certains disaient quel était votre moment préféré pendant la convention. C'est le moment où on est descendu du bus et on a vu les collègues. Et c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de se voir, notamment il faut comprendre que par exemple, dans l'intégration qu'on a faite, les gens ont presque été 12 mois sans se voir. Sans se rencontrer physiquement. Les roadshows qu'on aurait pu imaginer, roadshows du management, ont été des roadshows virtuels. Ça a fait des visites virtuelles de sites. Les équipes se sont rencontrées localement, bien sûr, mais à un niveau international, totalement virtuellement. Donc, les premières rencontres physiques ont toujours de la valeur. Et donc, je pense qu'il va y avoir un équilibre qui va se trouver progressivement dans les entreprises entre des événements digitaux et des événements en présentiel, sachant que le digital a aussi sa valeur. On a vu que grâce à des événements digitaux, on pouvait impliquer beaucoup plus de monde aussi que via un événement physique. Donc, certains événements qu'on s'est rendu compte pouvaient se faire en digital pendant le Covid vont rester en digital, mais il y a toujours une place pour les séminaires d'équipe, les conventions internes. Enfin, j'en suis persuadé. Cécile, je vous vois opiner du chef. Oui, je crois que on va devoir gérer l'attractivité des événements en présentiel. C'est ça. Parce que c'est vrai que les collaborateurs ont pris l'habitude de se connecter à distance à une convention. Il y a un contenu tout fait. En plus, on a tous joué le jeu, je crois, d'événements à distance qui étaient plus courts que les événements avant le Covid, où en fait on les bloquait toute une matinée, derrière il y avait le cocktail et tout. Ouais. Là, on s'est dit, ce sont des émissions de télé en fait qu'on leur propose, donc il faut aller vite, c'est rythmé, etc. On a aussi, nous, fait quelques événements en présentiel dans les dernières semaines, et il a fallu qu'on se force quand même à aller trouver une valeur ajoutée au présentiel, parce que c'était pas évident d'avoir des contenus aussi intéressants, aussi rythmés en présentiel qu'en distanciel, et donc il fallait inventer quelque chose de plus. Donc ça, je pense que c'est le grand challenge, c'est de redonner en fait une valeur ajoutée au présentiel dans effectivement un monde de communication interne qui va devoir mixer le digital et le physique. Vous faites aussi des événements physiques, Kaïch chez Safran? On fait des événements physiques, on est de retour aux quelques événements physiques. Et c'est vrai, en ce moment, je trouve qu'il y a un vrai engouement, les gens ont envie de se retrouver. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre question. Et puis, bien sûr, il faut trouver le juste milieu entre utiliser ces événements physiques comme on faisait par le passé pour faire passer beaucoup de présentations PowerPoint, mais plutôt pour créer le lien. Et je pense que le rôle du physique maintenant, ça va être de créer le lien. Il y a un vrai enjeu aussi de faire revenir les gens sur les sites, de les faire aimer venir travailler sur le site. Alors, beaucoup d'événements locaux. Beaucoup d'animations. On a fait la semaine de la mobilité il y a quelques semaines et on a fait des animations sur les sites pour les salariés, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils discutent, pour qu'ils aient envie d'être sur site et pas juste devant leur écran à partir de la maison. Après, avec le télétravail, souvent, il faut démultiplier les événements pendant la semaine pour que tout le monde puisse en profiter. Mais voilà, c'est partie du jeu. C'est ça, on parlait tout à l'heure d'une communication qui est moins top-down et plus horizontale, mais il faut aussi qu'elle soit un peu plus locale, Bruno? Exactement, c'est la combinaison de tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que le manager est au cœur du dispositif, donc le manager il est sur site, il est entouré de ses équipes, donc c'est très important de démultiplier les événements partout. Donc effectivement, nous, on peut faire la semaine du développement durable, la semaine du bien-être, etc. Mais ce qui a de la valeur, c'est les événements qui ont lieu sur les sites et ce que veut dire ces événements sur chacun des sites d'Alstom et pas uniquement via une grande messe corporate ou une vidéo du patron ou du DRH qu'on aurait envoyé à l'ensemble des salariés. Donc c'est là où le rôle local est extrêmement important.
Est-ce que ça veut dire que vous avez démultiplié vos équipes, Non. Cécile? Sans surprise, Parce que là, je me dis qu'elle non. travaille. Non, sans surprise, non, on n'a pas dû multiplier les équipes. Et je rejoins Bruno, et je trouvais intéressant ce que tu racontais de la formation des managers à la communication. C'est un vrai challenge, et c'est vrai que c'est une condition de réussite de la délocalisation de la com. Le manager, il a la double casquette de la direction et de la connaissance du terrain, donc c'est le meilleur ambassadeur le meilleur porte-voix d'une communication interne. C'est hyper intéressant, dans la mesure où, effectivement, on ne pourra pas démultiplier les collaborateurs des directions de com interne. Mais ils ont tous envie de jouer le jeu ou pas? Je pense qu'ils ont tous envie de jouer le jeu, et ils attendent de la direction de la communication un moyen de comprendre comment ça marche. Je pense que tous les managers ont quand même cette fibre relationnelle et stimulante vis-à-vis de leurs équipes. Maintenant, il faut qu'on réinterroge en fait leur manière de le faire individuellement pour que ça s'inscrive dans une stratégie où, entre guillemets, ils parlent bien de tout, pas seulement de leur équipe, de leur direction, de leur activité, mais qui donnent aussi une vision globale. Et puis, effectivement, comme le disait Kate, il y a cet enjeu clé que la DIRCOM ne peut pas assurer, de faire revenir sur site, de donner envie de revenir. Ça, le manager de terrain, il est clé là-dedans. Et Bruno, comment est-ce qu'on fait revenir les gens sur site alors? Alors effectivement, ce n'est pas uniquement la responsabilité de la communication, il y a via les règles, hein, parce qu'il y a déjà des règles qui sont édictées par les RH en fonction des différents sites. Et je rejoins totalement Kate, c'est en recréant une vie de site. C'est-à-dire qu'avant le Covid, il y avait une vie de site, des petits événements locaux, des petits lieux de rencontres. Et je pense que c'est important de retrouver d'abord ces lieux, parce que parfois les cafétérias ont été fermés, les lieux de pause café ont été fermés pendant le Covid et ont mis longtemps à se rouvrir dans les entreprises. Et donc je pense que c'est important de remettre ça en place et de remettre effectivement un rythme événementiel comme on a pu le voir sur certains sites pour que les gens soient contents de revenir sur leur site, puissent voir leurs collègues, parce que si c'est pour revenir sur site et ne faire que des réunions Teams derrière son bureau, ça ne sert à rien. Donc il faut que la valeur ajoutée du présentiel soit là. Merci beaucoup à tous les trois. Bruno Tourne, directeur de la communication d'Alstom, Kate Phillips, directrice de la communication du groupe Safran, et Cécile Riffard, directrice de la communication de la Banque Postale. Merci d'avoir été avec nous dans ce numéro de Smartcom.